Parler de champignons. OK. Donc, t'appuies là ou là pour switcher. OK. Si tu as besoin d'un pointeur laser, là. Non, c'est bon. Non, c'est ça bon. va. Merci. Parfait. Hop là. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien du coup, ouais. Si je parle trop fort, dites-le moi, hein. Pas de souci. Du coup, merci de votre présence. Merci beaucoup à toi, Roger, pour cette allocution vraiment inspirante. Et comme on en parlait tantôt, c'est vraiment le hasard fait bien les choses, du coup, puisque je m'en viens juste après toi. Et vous allez voir qu'on a des thématiques assez communes. Du coup, je vais commencer ma présentation en vous posant une simple question. Est-ce que vous êtes déjà baladé en forêt? Sans doute. Je suis sûr que plus d'un d'entre vous s'est déjà retrouvé ébahi devant tous ces grands arbres et toute cette diversité végétale. En effet, ces espèces ligneuses sont fascinantes et intrigantes. Si intrigantes qu'on les connaît relativement bien. Voici un chiffre, 310 000. C'est le nombre d'espèces de plantes décrites en 2011. Est-ce que c'est beaucoup? C'est pas mal. Par exemple, pour les plantes à fleurs, cela représente 80 à 90% de toutes les espèces de plantes à fleurs connues. Ce qui représente pour toutes les plantes environ 100 000 espèces qui restent à décrire. Avec ces chiffres, on peut se dire, ben voyons, on les connaît bien nos forêts. Ce que je viens de dire là est totalement faux. Il reste encore énormément de choses à décrire, et la forêt est la maison d'organismes qui sont tellement diversifiés et qui ont un tel rôle dans les écosystèmes que c'est à peine imaginable. Voici un autre chiffre, 3 800 000. C'est le nombre d'espèces estimées de champignons en 2017. Et 90%, contrairement aux plantes à fleurs, ce n'est pas le pourcentage d'espèces de champignons connues et qu'on a décrit, non, c'est le pourcentage d'espèces de champignons qui restent à décrire et à découvrir. Ce qui fait environ 3 652 000 espèces. Ce qui est pas mal, en effet. Mais si vous n'arrivez pas à vous le représenter, parlons un petit peu argent. Si par exemple, on investissait 12 000 $ par espèce pour les décrire, et qu'on voulait décrire toutes les espèces de champignons, ça nous prendrait 43,4 milliards de dollars. C'est beaucoup, mais c'est toujours moins que ce qu'Elon Musk a dépensé pour acheter Twitter. Bon. Pourquoi il y a une telle différence entre les champignons et les plantes? Les champignons sont en réalité des organismes très compliqués à étudier. Si vous vous baladez en forêt, comme ce gars-là, et vous tombez sur un champignon, vous allez voir ça. Hop là. Une fructification, ce qu'on appelle. En réalité, ce que vous voyez là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Le reste du champignon, quant à lui, se trouve dans le sol, sous nos pieds, sous forme d'un immense réseau de filaments microscopiques que l'on appelle mycélium. Et en plus, toutes les espèces de champignons ne font pas forcément des fructifications. Il y en a qui vivent tout simplement sous forme de filaments dans le sol ou de petites cellules qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Même pas avec une loupe. Il faut utiliser un microscope pour les observer. Pour vous donner un ordre d'idée, le diamètre d'un filament de champignon, en moyenne, c'est 10 micromètres. Qu'est-ce que ça représente? C'est 50 000 fois plus petit qu'une rondelle d'érable à sucre, pour vous dire. Donc vous voyez, les champignons initialement sont microscopiques, mais ils peuvent produire des structures qu'on voit à l'œil nu, et des fois ils s'étendent sur des distances tellement grandes que c'est à peine impossible, de se l'imaginer. Prenons l'exemple de l'armillaire d'Ostoya. C'est un champignon qui a été par exemple observé au Michigan, et ce champignon-là, cet individu-là, les chercheurs ont estimé son âge à 2500 ans. C'est 1000 ans plus vieux que le Touya qui est au lac du Parquet. Et ensuite, ils ont regardé sur combien d'hectares il s'étendait, le filament dans le sol, 75 hectares. C'est 300 fois la superficie du campus dans lequel nous sommes. Et pour finir, ils ont essayé de quantifier son poids, de l'estimer, sa biomasse. 400 tonnes, c'est 80 fois à peu près le poids d'un autobus de Killier. Bon. Donc vous voyez, et en plus, si on rajoute à ça le fait qu'ils sont partout, on les retrouve au fond des océans, on les retrouve même dans les roches volcaniques, dans les glaciers, et en plus, ils sont indispensables au fonctionnement, à la structure et à la santé des écosystèmes, notamment forestiers. Et en plus, récemment, on a développé de nouveaux outils qui permettent d'améliorer leur détection et leur identification. Je pense notamment aux moléculaires. Et malgré tout ça, il y a un réel manque de connaissances sur leur écologie et leur diversité. Normalement, quand je parle de ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est les écosystèmes tropicaux. C'est là-bas où il faut aller, où il y a toutes les espèces à décrire, une biodiversité incroyable, c'est vrai. Mais on parle trop peu également des écosystèmes boréaux, et notamment des forêts boréales. Hop là, ah oui, pardon, excuse-moi, hop là, dans l'inverse. Les forêts boréales, notamment québécoises. Voici la carte
d'une des plus grandes campagnes d'échantillonnage des champignons du sol à date. Et vous voyez que si on fait un zoom sur le Québec, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est le désert, un peu. Et c'est encore plus le désert si on s'intéresse à des peuplements qui se développent, des forêts sur des substrats très particuliers qu'on appelle les esquerres. Normalement, quand je vous dis esquerre, la première chose à laquelle vous pensez, c'est ça. C'est SK, qu'on connaît très bien, ça fait la fierté de notre région, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue scientifique, les esquerres, on connaît très peu de choses, notamment au niveau mycologique. Très très peu de choses. Moi, je trouve que c'est un gros paradoxe, quand même. Ils sont si importants, mais pourtant si peu connus. Alors on peut légitimement se demander, la biodiversité en champignons sur les esquerres, est-ce que c'est un enjeu de protection, de conservation? La réponse est oui, d'autant plus que les esquerres sont exploitées pour la ressource en gravier en sable, l'eau, et notamment les peuplements de pin gris pour leur bois. Donc on a des champignons qui sont importants, peu connus et menacés. Bon, une des possibles outils, réponse à tout ça, c'est l'aménagement écosystémique. C'est-à-dire aménager nos forêts en prenant en compte notre impact sur l'écosystème. C'est un changement de paradigme, une alternative aux coupes totales, et les coupes partielles sont révélées être un bon outil pour atteindre cet objectif. Mais il reste encore énormément de choses à décrire et à voir concernant les esquerres, les pin gris, l'impact sur la diversité en champignons globale et ses effets dans l'espace et dans le temps. Et c'est là que mon projet de recherche intervient. Ma question de recherche, elle est très simple. Quelles sont les communautés fongiques qu'on a dans les forêts d'esquerres d'Abitibi? Et mon objectif, c'est d'évaluer l'ensemble de la communauté fongique en passant par les champignons du sol et les fructifications, qu'on appelle aussi macromycètes, dans un contexte d'exploitation forestière. Le terme évaluer est un petit peu large. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je rentre là-dedans. Il y a plein d'affaires. Notamment, qu'est-ce que ça veut dire évaluer? Ça veut dire comment ou pourquoi. Comment, c'est-à-dire comment est la diversité en champignons que je suis en train d'étudier, sa composition, sa structure. Mais si je fais ça et que je ne dis pas où elle est, où est cette diversité, cette structure, ça ne sert à rien. Et ensuite, pourquoi? Pourquoi je retrouve telle communauté ici et pas là? C'est ces trois questions qui vont structurer toute ma recherche. Les trois premiers chapitres, en fait, c'est l'évaluation du système initial. C'est-à-dire, on arrive sur l'esquerre et on regarde qu'est-ce qui se passe, on décrit. Et ensuite, on va essayer de voir sa réponse face à une perturbation, notamment les coupes forestières. On le fait dans ce sens, puisque ça ne ferait pas réellement de sens si on le faisait dans l'autre sens, justement. Il faut évaluer le système initial avant de voir comment il fluctue. Je vais faire un petit zoom rapide sur chaque chapitre. Vous allez voir, premier chapitre, on arrive sur l'esquerre et on regarde qu'est-ce qui se passe dans le sol. Mais le sol, ce n'est pas une grande maison homogène, non. Comme une maison, le sol a différents étages. Et dans chaque étage, on retrouve certains types de champignons. Moi, je vais regarder comment les communautés fongiques se distribuent en fonction de ces étages dans le sol. Donc en fait, c'est un petit peu comme dire, dis-moi dans quel horizon tu habites et je te dirai qui tu es, pour résumer. Ensuite, chapitre 2, on se concentre sur les fructifications, les macromycètes. On va essayer de décrire la diversité globale sur l'ensemble des esquerres d'Abitibi, puisqu'il n'y a pas uniquement Saint-Mathieu, baie de Berry, comme esquerre, il y en a d'autres. Donc c'est un projet de grande envergure, on va caractériser les champignons par plein d'affaires et on va essayer d'expliquer tout ça par des facteurs environnementaux et l'aspect spatial. Et tout ça va se baser sur une grosse campagne d'échantillonnage d'environ 4 ans, plus, pourquoi pas, la création d'un petit guide. Big up à toi, Roger. Du coup, ensuite, pour donner encore plus de poids à notre évaluation du système initial, c'est bien beau de décrire, mais aussi comparer. Comparer avec ce qu'il y a à côté. Et qu'est-ce qu'il y a à côté des esquerres? De l'argile. Qu'est-ce qu'il y a à côté des pin gris et qui est tout aussi dominant? L'épinette noire. Donc, dans ce troisième chapitre, on va faire des esquerres versus argile, pin gris versus épinette noire, et voir du coup comment les communautés du sol et macromycètes sont influencées par ces deux facteurs-là. Et ensuite, en se basant sur tout ça, on a caractérisé l'état initial, à gauche, et on va voir, quand on applique différents traitements sylvicoles, comment cette diversité, dans le sol et les macromycètes, comment elle va varier, tout simplement, dans le temps. Et voir si les coupes partielles sont en réalité un si bon outil pour l'ensemble de la communauté, dans l'espace et dans le temps. Quelles sont mes contributions? C'est améliorer nos connaissances écologiques et taxonomiques sur l'ensemble des champignons des forêts d'esquerres d'Abitibi et mieux comprendre les effets des coupes forestières sur tout ça. Et dans une perspective de protection et de conservation, puisqu'en effet, pour protéger et conserver, il faut savoir qui on protège, les champignons, la diversité, et ensuite pourquoi, parce qu'il y a un impact des perturbations. Et c'est après avoir fait ça que l'on peut ensuite dire comment on va conserver. Donc pourquoi pas un aménagement forestier basé avec un poids
des champignons dans les prises de décision d'aménagement forestier au Québec. Donc tout mon projet va apporter une petite pierre à l'édifice, un édifice énorme, parce qu'il reste encore énormément de choses à faire. Par exemple, la plupart des échantillonnages seront faits en été, mais il y a aussi des champignons en hiver, je vous le dis. Ensuite, l'influence de la forme de l'escarre, parce que l'escarre n'est pas plat. Et ensuite, il y a des forêts, mais il y a aussi les lacs, les escarres, il ne faut pas les oublier, et aussi l'importance de l'ethnomycologie. Et plein d'autres choses, c'est la folie. Et donc, on ne pouvait pas laisser tout ça sans que ce soit un petit peu organisé. On a voulu rassembler tout ça sous un seul et même projet que je vous dévoile aujourd'hui, qui est le projet Esquerre-Fonga, qui est un projet assez ambitieux qui vise à étudier du coup l'écologie, la taxonomie, l'évolution des champignons dans les écosystèmes forestiers, dans un contexte de perturbation naturelle, anthropique et de valorisation des savoirs autochtones. Donc c'est un projet d'assez grosse envergure pour essayer d'avoir des champignons pour mieux les connaître, mieux les protéger et mieux les valoriser. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, on termine les présentations longues avec la présentation de, excuse-moi, Aroniana Randriana Manananjara. J'ai mal prononcé. Je m'excuse. Et c'est comment le mode présentateur? Pour le mettre en mode présentateur, c'est comment? Sébastien, il va falloir que tu nous... Non, c'est en PDF. Mais j'ai quand même un PowerPoint sur mon ordi. Je fais comment pour mettre en mode présentateur? Je fais comment pour... Ici? Mode de lecture peut-être? C'est bon? C'est bon? Oui. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis Arnienne Rangia-Mananzar et je suis encadrée par Annie Desrochers et Nicole Fenton. Aujourd'hui, je vais vous parler de sujets qui sont souvent opposés l'un à l'autre, mais qui soulèvent toutefois des questions intéressantes. Et vous le devinerez sûrement avec le titre de ma présentation que je vais vous parler de plantation et de biodiversité. Et plus précisément, je vais vous parler de l'impact de l'établissement des plantations à croissance rapide utilisant des espèces exotiques sur la biodiversité de la végétation de sous-bois. Je vais contextualiser un peu le sujet. Ensuite, vont suivre les objectifs et les hypothèses, la méthodologie, quelques résultats préliminaires et enfin la conclusion. Pourquoi les plantations forestières et pourquoi se donner tant de mal à les développer? C'est parce qu'en fait, elles nous offrent des foules d'usages prometteurs, notamment la production de bois, et aussi permettent de contribuer à la production mondiale et de répondre à la demande grandissante en bois. Ça, c'est ce qui concerne la production, mais pour ce qui est de la biodiversité, lorsqu'on trouve des plantations, on se dit d'instinct, il doit y avoir moins d'espèces là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce que trouvent des auteurs, notamment qui disent que c'est un désert de biodiversité, qu'il y a un niveau de naturalité faible dans les plantations. Mais tout est question de perspective et il y a une autre vision qui stipule que la remise en production ou la plantation des friches agricoles par des espèces exotiques ou par des espèces forestières pourrait constituer une stratégie intéressante en plus de produire du bois,
mais aussi d'améliorer la biodiversité du sous-bois, qui inclut les plantes vasculaires et les plantes non vasculaires, qui sont les bryophytes. Et au Québec, on retrouve des friches agricoles, ce qui a suscité l'intérêt de l'établissement des plantations d'espèces exotiques, comme le peuplier hybride, par exemple, sur ces friches-là. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est quoi le type de plantation idéal? Est-ce que certains types de plantation est plus bénéfique à la biodiversité que d'autres? Et c'est dans cette optique que interviennent les plantations mixtes qui sont considérées comme une approche prometteuse par rapport aux monocultures. Et donc, la question se pose sur comment l'impact de la complexité compositionnelle des plantations peut être quel est l'impact de la complexité compositionnelle de ces plantations-là sur la diversité fonctionnelle et végétale du sous-bois. Et il n'y a pas non plus de consensus sur comment la biodiversité de ces plantations-là se différencie-t-elle par rapport à des forêts de référence, qui sont des forêts naturellement régénérées, ou des plantations sur des sites forestiers, bref, des forêts moins anthropisées, on va dire. Et c'est ce que je vais chercher à répondre, donc. Et c'est dans des plantations qui étaient établies il y a presque 20 ans maintenant, dans les régions d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, que je me suis aventurée, on va dire. Et ces plantations sont constituées de clones mélangés entre eux ou mélangés avec des espèces résineuses, qui sont l'épinette blanche et l'épinette de Norvège, et aussi qui sont été plantées en monoculture. Ce que je vais faire, donc, c'est je vais comparer toutes sortes de plantations, plusieurs plantations entre elles. Et en premier lieu, je vais comparer des plantations mixtes qui associent des clones de peuplier hybrides avec de l'épinette par rapport à des monocultures qui utilisent ces espèces mélangées-là pour voir la biodiversité du sous-bois. Ensuite, on se questionne aussi si est-ce que mélanger des clones entre eux permet de favoriser ou est bénéfique pour la biodiversité de sous-bois par rapport à des plantations monoclonales, c'est-à-dire des plantations qui utilisent qu'un seul clone, et comment les types de plantations vont influencer sur des traits fonctionnels morphologiques des plantes vasculaires qui sont la surface foliaire spécifique ou SLA ou la teneur en matière sèche ou LDMC. Mais surtout, je vais comparer ces plantations-là à des forêts de référence en termes toujours de biodiversité du sous-bois, qui sont des forêts régénérées naturellement et des plantations sur des sites forestiers. Comme hypothèse, on stipule qu'on aura plus de diversité dans les peuplements mixtes, dans les plantations mixtes et les plantations polyclonales par rapport aux monocultures et plantations monoclonales. Parce qu'elles offrent une structure plus complexe et une hétérogénéité lumineuse par rapport aux plantations en monoculture. Et pour les objectifs de ma thèse, spécifiquement dans l'objectif 1, on pose l'hypothèse qu'il y aura plus de bryophytes dans les monocultures de résineux, par rapport aux monocultures de feuillus et plus de diversité de plantes vasculaires dans les monocultures de feuillus par rapport aux résineux. Et pour mon objectif 2, on s'attend à ce qu'il y ait une différence dans les traits fonctionnels des végétations de sous-bois entre les plantations monoclonales et polyclonales. Et pour mon objectif 3, on s'attend à avoir une différence en termes de composition, de diversité entre les plantations et les forêts de référence, et que les traits fonctionnels qui sont liés à la dispersion, à la colonisation, seront plus communs dans les plantations et surtout dans les monocultures. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc, je me suis aventurée dans différents sites de plantation qui étaient établis entre 2003 et 2005. J'ai aussi identifié au préalable des forêts de référence qui sont les forêts régénérées naturellement et des plantations sur sites forestiers qui ont les mêmes structures que les plantations. Et selon les objectifs, j'ai plusieurs sortes d'espèces. Pour mon premier objectif, qui sont sur 3 sites, j'ai
oui, j'ai 4 espèces, dont 2 clones et deux épinettes, qui sont l'épinette de Norvège et l'épinette blanche. Bah, les chiffres que vous voyez là, c'est un code pour les clones, et ensuite les mix de chaque espèce d'épinette avec chaque clone. Et pour mon deuxième objectif, j'ai 4 clones plantés en blocs monoclonaux et en blocs polyclonaux, et qui sont les mélanges de ces 4 clones-là. Et pour mon troisième objectif, en plus des plantations du premier objectif, j'ai des peuplements de peupliers faux-trembles, de l'épinette blanche et des peupliers faux-trembles ou regarnis par de l'épinette blanche pour avoir le peuplement mixte. J'ai donc fait des inventaires forestiers dans des quadras placés entre et sous les arbres dans chaque type de plantation, pour avoir les espèces, le nombre d'espèces, le couvert végétal. J'ai aussi collecté des bryophytes et je les ai identifiés en laboratoire, des bryophytes qu'on a trouvés sur le sol, sur la base et sur le tronc des arbres. J'ai aussi mesuré la lumière à 50 cm au-dessus du sol. Et une partie de mon projet aussi traite des mesures des traits fonctionnels, comme je l'ai dit tantôt. Et aussi, pour voir la similarité des sites et des structures des peuplements, j'ai collecté des sols et j'ai fait la mesure de la hauteur et de diamètre des arbres dans chaque forêt de référence. Comme résultat préliminaire, on a trouvé que la richesse spécifique totale des plantations, des peupliers hybrides qui ont une richesse faible, s'améliorer lorsqu'elles se trouvent mélangées avec des résineux, et spécialement l'épinette blanche. Et la richesse spécifique des plantes vasculaires était la même dans tous les types de plantations. Et pour ce qui est des bryophytes, les monocultures de résineux et les plantations mixtes qui avaient l'épinette blanche dans le mélange favorisaient l'établissement des bryophytes comparativement aux autres types de plantations. Pour conclure, donc, certes, les plantations mixtes n'ont pas toujours les mêmes effets sur la richesse spécifique. C'est pour le cas de l'épinette de Norvège, par exemple, associée avec les clones. Mais on a tout de même trouvé que l'association de l'épinette blanche avec les clones permettait d'améliorer la biodiversité de sous-bois, et que la présence de l'épinette blanche dans les mélanges favorise la richesse spécifique des bryophytes spécifiquement, comparativement à l'épinette de Norvège, ce qui souligne l'importance de l'identité des espèces plantées et mélangées. Et pour revenir à ce que Roger a dit tantôt, les plantations de pin gris, là, peut-être qu'on pourrait les remplacer avec des plantations mixtes d'épinettes blanches avec de peupliers hybrides. Merci. Merci beaucoup, Aaron. Je demanderai à Jonathan de nous rejoindre et on va passer à la période de questions. Donc, s'il y a des questions en salle ou à distance. Merci pour vos présentations, très intéressant. Jonathan, là, il y a des champignons qui vivent ailleurs que dans le sol. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je sais. Oui. Dans les feuilles, par exemple. Par exemple. Dans les bryophytes aussi? Aussi, je sais. Je sais, oui. Non, mais tu as raison de le souligner. Parce que c'est vrai qu'en plus, on n'en parle pas assez, mais les interactions champignons-bryophytes, c'est un gros gap. Vraiment. Là, on parle de plein de gaps depuis tout à l'heure, mais il y en a un qui est vraiment gros pour notre domaine, mycologie-bryologie. C'est vraiment ça, en effet. Ben, dans ce sens-là, je t'invite à discuter avec Juanita, puis Jiangpo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais tous les deux ont travaillé sur le microbiome, sur les feuilles de bryophytes, incluant les champignons. On en a parlé déjà. Figure-toi. Super. On pourra en reparler, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Excellent. Ah ouais. Merci. Or, là, je sais que tu as presque fini tes identifications. Oui. C'est quoi ton feeling par rapport à ton chapitre 2 avec les différentes sortes de clones? As-tu un résultat instinctif par rapport à si le polyclonal est différent du monoclonal?
je trouve quand même les mêmes espèces, mais pas les mêmes, pas la même abondance, pas la même couverture végétale. Et vu que j'ai aussi des sites sur un gradient latitudinal, je trouve qu'il y a un pattern différent entre chaque site pour ce qui est des bryophytes. Je trouve des brachytésiums, mais des brachytésiums différents de patterns pour chaque site. Ouais. Super. Merci. D'autres questions? À distance non plus? Ah, oui. Ok, alors moi j'aurais 2 questions pour Jonathan. Donc, ouais, tu as parlé de l'outil moléculaire pour identifier les champignons. Ouais. Est-ce que tu comptes t'en servir et est-ce que tu peux détailler un peu ce que tu comptes utiliser à ce niveau-là? Bien sûr, oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé du coup de la méthodologie pure et dure, puisqu'il y a quelques parties qui sont en cours de développement. Mais ce que je peux te dire, c'est que oui, on va utiliser le moléculaire, notamment pour les champignons du sol, comme j'en ai parlé. On va notamment utiliser le métabarcoding, même s'il y a plein de limites à cette méthode. Mais on va l'utiliser, puisqu'elle permet quand même d'avoir une bonne première approche pour un écosystème qu'on ne connaît pas. Et ensuite, pour ce qui est des macromycètes, j'aimerais bien aussi utiliser le moléculaire, parce que pour l'identification des champignons que je vais trouver, je vais utiliser l'outil, on va dire la description pure et dure, et le moléculaire, c'est ce qu'on appelle, en termes un petit peu chiants, c'est la taxonomie intégrative. Voilà. Mais du coup, je vais utiliser le moléculaire, en effet, pour les champignons du sol et les fructifications, en effet. Oui. Ok, et puis ensuite, mon autre question, c'était que au vu de ton projet, tu risques de trouver pas mal de nouvelles espèces de champignons. Et donc, est-ce que tu as prévu de décrire des nouvelles espèces ou de... Alors ça, voilà, on ne peut pas prévoir ce qu'on n'a pas encore découvert. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'attends à devoir faire? Pourquoi pas? C'est vrai que ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre de nouvelles espèces, puisque même actuellement, il y a plein de champignons qu'on pensait connaître et qu'au final, avec les outils moléculaires, les taxonomistes, on a découvert qu'en fait, c'est de nouvelles espèces. Il y a des espèces qui ont été redécrites, des choses comme ça, notamment au Québec. Donc ça ne m'étonnerait pas, mais on verra ce que l'avenir nous dira. Mais je te tiendrai au courant. D'accord, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier nos présentateurs et on va passer au dernier bloc d'affiches de la journée. Merci. Donc là, on retombe à distance pour les 2 prochaines présentations. Donc, Ruben Leroy. Oui. Donc, je te laisse partager ton écran. Si tu pourrais allumer ta caméra aussi. Ouais. Ah, c'est pas possible maintenant. Si c'est pas possible, continue, vas-y comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. It doesn't work together with the presentation. Okay, no I'm problem. sorry. Go ahead. Yeah. Okay. Okay. Can you understand me? Can you hear me right? Yes, we can. Okay, yeah, then I will start. Je suis désolé pour le public français, mais je vais présenter mon projet en anglais. So without further ado, my name is Rubenio M. Leroy, and under supervision of Montor Miguel and Gabriel Pigeon, I will assess the impacts of biodiversity of new silvicultural treatments in boreal forests. As many of you already know, Canada has a lot of forests. As a matter of fact, it has the 3rd biggest forest inside the country in the planet. But if we look at how these forests are being managed, clear cutting is the most commonly used forestry method in Canada.
And if you've already been listening to this conference, climate change has been a big topic already, and it is posing a big effect upon the ecosystems on our planet, including our forest ecosystems. So together with clear cutting and climate change, our forests risk simplification and degradation of restoration and resilience abilities. So now we are looking for new silvicultural practices that have a more sustainable approach, so that we are more sustainable in our forestry methods for now and future generations. Partial harvest systems is a silvicultural alternative, including more sustainable forest conditions. It distributes harvest pressure over an even more even age structure and allows continuous presence of wooded vegetation and old growth. But when you're looking into the partial harvest methods, you'll find that the expansive research on the silvicultural method is still lacking. So the University of du Québec en Abitibi-Témiscamingue created a project in the Mont-Valais and North Shore region of Quebec, Canada. This was created in 2003, and they selected 6 sort of identical site stands, including 5 different plots, in which they applied different kinds of harvest methods, including partial harvests. My objective is, after 20 years, now that they have impacted and harvested these methods in 2003, now I will see and find the recovery analysis, or utilize the recovery analysis, comparing the silvicultural treatments 20 years after the impacts. So this will be between the untouched tree stands, clear cutting stands, and the 3 experimental partial harvest stands, as you can see in the top right corner of my poster. Now, for biodiversity, it is a broad topic. So we narrowed it down to the diversity determination of the 3 major organism groups that inhabit these boreal forests: plants, insects, and birds, by means of presence-absence models, community structures, rare fraction, nesting success, and species abundance distribution. My contributions would be to expand the ecological knowledge on the effects of partial harvest methods have on the forest biodiversity, ascertain the changes silvicultural intensities inflict upon the ecological well-being of inhabiting communities of the boreal forests, and identify the differences in biodiversity among species communities between clear-cut and partial harvest stands in boreal forests. Thank you. Thank you, Ruben. Next presenter is Animesh Ghosh. Animesh, are you there? Animesh? OK. Donc, on va passer à la prochaine présentation d'affiche. Donc, Geoffrey Zanin. Oh! Il fait trop chaud, le bois fond. Donc, désolé de la petite interlude. Donc, Geoffrey. Que d'émotions. Ça va, pas trop fatigué? Non, c'est bon, bientôt l'heure du 5 à 7. Alors, moi, je me présente, c'est Geoffrey Zanin, je suis étudiant au doctorat avec en direction Annie Desrochers et Nicole Fenton. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mon projet de doctorat. À la place, je vais vous parler d'un projet annexe qui est la rédaction d'un chapitre de livre sur le peuplier et son microbiome, et plus spécifiquement les liens qu'entretient le peuplier, sa génétique et son microbiome.
Alors imaginez-vous, si vous vous promenez dans une forêt, on aime bien se promener en forêt ici, si vous ramassez une poignée de sol pour quelque raison que ce soit, vous aurez au cœur de votre main plus de micro-organismes qu'il n'y a jamais eu d'êtres humains à la surface de la planète. Et oui, il y a beaucoup de micro-organismes dans une poignée de sol, et cette foule de microscopiques organismes va avoir un impact important sur le fonctionnement et les processus des écosystèmes. Ils vont avoir un rôle dans le recyclage de la matière organique, dans la séquestration du carbone, bref, dans plein de choses. Et dans cette même forêt dans laquelle vous vous promenez, eh bien, il y aura différentes espèces d'arbres, et parmi lesquelles des espèces de peupliers. Peuplier faux-tremble si vous vous trouvez en Amérique du Nord, peuplier noir si vous vous trouvez en Europe. Et cette espèce, le peuplier, est une espèce qui intéresse beaucoup l'industrie forestière, notamment à cause de sa croissance rapide, mais elle n'intéresse pas que l'industrie forestière, elle intéresse aussi les personnes qui vont s'impliquer dans des programmes de phytoremédiation ou de restauration écologique, car le peuplier est capable de pousser sur des sols pauvres ou sur des sols pollués. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire avec ce chapitre de livre, c'est réunir les connaissances que l'on a sur justement le peuplier et son interaction avec son microbiome en fonction de sa génétique. Et ce qu'on a trouvé en parcourant la littérature scientifique sur le sujet, c'est qu'en effet, il existait un lien, une variabilité observée due à la génétique de l'hôte du microbiome. Par exemple, au niveau de la famille des salicacées, donc à laquelle appartient le peuplier, on a vu que une partie de la variabilité observée dans le microbiome était liée justement à la phylogénie de l'hôte. Également, cela a été trouvé pour différentes espèces de peupliers, et cela a même été aussi trouvé au sein même d'une espèce de peuplier où on a des différences en fonction de la génétique de l'hôte. Cela dit, cette variabilité liée à la génétique, elle n'est pas liée, elle est quand même assez faible comparée à d'autres paramètres, par exemple les paramètres environnementaux comme les caractéristiques du sol ou le climat vont avoir une influence beaucoup plus importante sur le microbiome que la génétique de l'hôte, ce qui fait que on va avoir aussi un peu de mal à justement dissocier cette variabilité environnementale de la variabilité génétique. On s'est aussi intéressé à l'effet de la transgénèse, donc d'une modification génétique du peuplier sur son microbiome. On a relevé 12 études dans la littérature qui s'intéressent à ce sujet, et sur ces 12 études, seulement 4 ont trouvé un impact de la transgénèse sur le microbiome du peuplier. Parmi ces 4 études, on remarque un impact sur l'abondance de certains taxons. On remarque aussi une différence dans la structure du microbiome, on remarque une différence dans la biomasse microbienne. Tout ça nous fait dire que la transgénèse a bien un impact sur le microbiome, mais que cet impact est lié spécifiquement à telle ou telle modification génétique. Et si on veut avoir plus de détails, il faut étudier chaque transformation génétique et son effet sur le microbiome. Bref, tout ça pour dire qu'il nous faut encore progresser aussi dans la recherche sur l'interaction entre le microbiome et le peuplier. C'est pour cela que moi, mon projet de doctorat va s'intéresser en partie sur le microbiome du peuplier. Merci à vous. Merci Geoffrey. On va juste essayer Animesh. Non. OK. Donc, notre dernière présentation de la journée, Sabrina Cloutier. Bonjour, bon après-midi. Donc, il reste juste 3 petites minutes et après, on va pouvoir mettre notre cerveau à off. Donc, je commence avec une petite question pour vous. Si je vous parle des esquires, qu'est-ce que ça vous évoque? Personnellement, je suis originaire de l'Abitibi. Peut-être certains d'entre vous aussi. Vous êtes ici peut-être depuis un certain moment, mais vous avez peut-être réalisé que ça a un certain attachement avec la région. Elles nous permettent de puiser l'eau potable. Elle donne accès à des endroits favorables pour la cueillette des baies et aussi elle héberge plusieurs activités commerciales telles que l'embouteillage de l'eau ou la récolte de produits ligneux. Essentiellement, les attraits aux esquires dépendent en grande partie des exploitations des ressources. Et l'exploitation, ça rime avec les perturbations. Mais que connaît-on de l'impact des perturbations d'origine humaine sur cet écosystème? En fait, pas grand-chose, parce qu'on ne sait pas
qui compose la biodiversité des estuaires, mais on ne sait pas non plus comment ils s'organisent pour former l'écosystème. Alors, comment peut-on protéger et aménager cet écosystème sans le connaître? Les estuaires sont composés de peuplements forestiers où le pin gris y est particulièrement bien adapté. Le premier volet de mon projet tentera d'évaluer la biodiversité végétale et entomologique sur ces écosystèmes et de déterminer l'impact des coupes partielles et totales sur ceux-ci. Également, on tentera de vérifier comment les communautés se rétablissent 20 ans suivant les coupes. L'évaluation des communautés de plantes et d'insectes nous permettra d'en apprendre à la fois sur qui compose l'écosystème et également l'évaluation fonctionnelle nous permettra d'en apprendre sur les caractéristiques de l'écosystème lui-même. Donc, le retrait glacier a permis l'établissement des peuplements forestiers. Mais ce n'est pas tout. Il y a également des lacs sur ces écosystèmes, ce qui nous mène au second volet de mon projet. Ces lacs sont alimentés soit par la nappe phréatique ou par les pluies. Donc, c'est assez fréquent qu'ils soient isolés du réseau hydrique de surface. Ce qui fait que c'est fréquent de ne pas retrouver de communauté de poissons dans ces lacs. Quand les poissons sont présents, ils sont un maillon important du réseau trophique affectant les invertébrés. Mais lorsqu'ils sont absents, comment se réorganise le réseau? Les odonates, soit les libellules et les demoiselles, sont des insectes prédateurs importants et on vérifiera comment leur diversité change selon, premièrement, si c'est un lac d'esquerre ou un lac d'argile, et en second lieu, s'il s'agit d'un lac avec poissons ou sans poissons. Les esquerres sont extrêmement appréciés sur le territoire abitibien, même qu'on pourrait dire qu'ils font partie de l'identité du territoire. Ce que je souhaiterais avec mon projet, c'est qu'on ait les outils pour les aménager durablement et surtout que cette identité aille au-delà de l'attrait de l'exploitation et s'attarde aussi à la beauté du caractère unique de ces écosystèmes et que les espèces qu'on y trouve fassent partie du portrait lorsque je vous demande ce que vous évoquent les esquerres. Donc, un grand merci et bonne fin de colloque. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, vient maintenant le temps de voter pour qui a fait la meilleure présentation, qui a fait la meilleure affiche. Donc, pour le faire, comme je l'ai dit ce matin, dans votre cocarde, il y a des billets de vote. Vous pourrez remettre vos billets de vote dans la boîte qui est à l'entrée. Pour les affiches, le numéro est écrit sur l'horaire. Pour les présentations orales, vous avez ici la liste. C'est en ordre, de 1 à 15. Donc, je vous laisse 10-15 minutes pour aller voter. Après ça, on revient avec le mot de la fin, les résultats du vote et des prix qu'on va remettre à certains de nos étudiants. Donc, à tout de suite.
Alors, je vous reconvie pour une dernière fois à venir prendre place. On va faire la remise des prix de la journée. Donc, juste pour vous mettre dans le contexte, là, vous avez voté pour un concours de dessin. C'était un concours organisé à travers les écoles primaires de la MRC Abitibi. On leur avait demandé de nous décrire la forêt, selon eux. Donc, c'est ce que vous avez vu comme résultat. Lors de l'organisation du colloque, on a créé des comités qui ont voté pour des étudiants dans 4 catégories. Donc, on va vous présenter ici les récipiendaires de ces certificats-là. On a un prix pour l'engagement, un prix pour la persévérance, un prix pour les résultats académiques et un prix pour la recherche. Donc, j'invite, avant tout, je vais inviter Guillaume à dire le mot de la fin. Puis ça peut être quelqu'un d'autre, là. Moi, j'ai pas de... Ben, puis, c'est pas vraiment le mot de la fin. On va aller au 5 à 7 bientôt, là. Mais avant, je voulais juste partager peut-être une présentation, si c'est possible. Une diapo. Ce sera pas long, promis. Je vais le faire au style Annie Desrochers, simple et efficace. Donc, c'est juste pour donner un gros merci à tous les partenaires qui ont fait ça. Alors, c'est pas exhaustif, c'est sûrement biaisé, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait partie en fait de toute cette aventure, qui ont embarqué dans nos projets, qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus. On voit souvent les logos de la MRC, de la CEPAC, de beaucoup d'organismes, mais derrière il y a des gens. C'est vraiment les gens qui embarquent dans les projets là. Donc, on voulait vraiment dire un gros merci à eux. Notamment le MRAR avec Sandra qui nous a énormément aidés parce que à chaque fois qu'un nouvel étudiant arrive en Abitibi, que ce soit un étudiant étranger qui parle pas le français ou un étudiant juste en dehors de l'Abitibi qui arrive ici, Sandra fait un travail énorme à lui montrer en fait les richesses de la région, les activités, la culture, tout possible, et il leur fait des activités extraordinaires. On a tous envie de participer d'ailleurs. Donc juste un gros merci à Sandra, là. Puis sinon, toutes les personnes, là, que ce soit du Créat avec Bianca, Aurore, les OBV, Luc, Yves et Laurence, bien sûr Sébastien qui vient de partir de la MRC, de la ville d'Amos, Roger Larivière qui nous a tous fait rire, Henri Jacob, Monsieur Desjardins que vous avez sûrement parlé aujourd'hui,
les gens des compagnies minières comme Lucienne Anctil, des compagnies forestières, Olivier Pitre, la CESAT, j'en oublie beaucoup sûrement. Geneviève Aubry du collectif Territoire, les associations des riverains qui, en tout cas pour les projets aquatiques, en général nous prêtent leur embarcation, nous emmènent pour échantillonner là, volontairement. Donc juste, j'aimerais qu'on leur fasse un gros merci puis qu'on les applaudisse un petit peu. Là. Et voilà, c'est tout. Donc merci. Désolé Guillaume d'avoir oublié le mot de la fin. Je tiens aussi à faire des remerciements à tout le comité qui nous a aidé à organiser ça. Sans vous, on n'aurait jamais réussi à le faire. Tous nos stagiaires aussi. Mention spéciale à Jenny Lavoie, à Anna Verholst et à Manon Bosch qui ont été nos bras droits à travers tout ça. Donc, merci beaucoup. Donc j'inviterai Annie à venir. Merci. Annie va nous faire la présentation des prix engagement et persévérance. Et je vais inviter aussi Mme Linda Perron du CEFAR, qui est la Corporation Enseignement Formation Amos Région, à venir présenter les prix aux gagnants. Bon, alors, ça me fait très plaisir de vous présenter le prix engagement qui ira à Mme Lucie Barbier. Alors, quelques petites explications. En parallèle de son doctorat, Lucie s'investit tous les vendredis soirs à l'Arche d'Amos, une association qui aide au quotidien des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Elle prend plaisir à participer à la vie du foyer, à échanger avec les résidents, leur proposer des jeux, manger avec eux et aider activement pour la cuisine et le ménage. Seigneur, je n'ai pas de souffle. Elle s'implique aussi au sein de la résidence étudiante de l'Assomption d'Amos, où elle a été embauchée comme seconde étudiante responsable. Elle réalise des tâches diverses comme du déneigement, du ménage, la préparation de l'inspection d'appartements, ainsi que la gestion de l'alarme incendie. J'espère qu'il n'y a pas trop de travail vis-à-vis de ça. En plus de ça, elle participe à des événements tels que le nettoyage du campus et la décoration du sapin de Noël de l'UQAT. Elle s'est inscrite à Corrige-moi, un système collaboratif de relecture des corrections de travaux entre étudiants. Elle a aussi pris part à l'organisation d'événements scientifiques, comme le 31e édition du North American Dendro Ecological Field Week et le 23e colloque de la chaire en aménagement forestier durable. Bravo, Lucie. Alors maintenant, pour le prix Persévérance, juste peut-être pour vous donner un peu d'explication, les étudiants devaient appliquer sur certains prix, expliquer la raison pourquoi ils pensent qu'ils méritent le prix. Puis il y a des comités qui ont évalué chaque demande. Alors, le prix Persévérance se mérite par Jonathan Kissa Kimbukusu. Alors, Jonathan est originaire du Congo, un pays qui, vous l'imaginez, est très différent du Canada, et en provenance duquel les démarches d'immigration sont extrêmement complexes. Dans les 4 sessions auxquelles Jonathan a participé jusqu'à présent, on peut dire qu'il a vécu quelques petites péripéties, dont la naissance de sa fille à l'étranger en avril 2021, la rédaction de son projet de thèse, la démission inattendue de son directeur de recherche, un long travail de terrain à l'été 2021, excusez, à la forêt d'enseignement de recherche du Parquet, avec beaucoup de voyagements à cause de la COVID, son adoption par une nouvelle directrice de recherche, son déménagement à Amos. Aussi, ça fera bientôt 1 an qu'il se bat sans baisser les bras auprès de l'administration canadienne pour faire venir sa femme et sa fille qui sont finalement arrivées cette fin de semaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les étudiants étrangers à la maîtrise ont des super gros frais de scolarité à payer par rapport aux étudiants de doctorat. Donc, pour soutenir sa famille, Jonathan travaille 20 heures par semaine, en plus de sa scolarité.
parfois jusqu'à minuit, parfois plus tard. Mais il ne néglige pas ses études, il reste toujours positif. Puis je pense que sa caractéristique la plus... sa meilleure caractéristique, c'est qu'il est toujours ouvert pour apprendre beaucoup de choses, puis aussi toujours disponible pour partager ses connaissances. Bravo, Jonathan. Merci beaucoup, Annie, et félicitations aux gagnants. Pour les prochains prix recherche et académique, je vais inviter Miguel Montoro-Girona à présenter. Je vais également inviter Louis Imbeau, doyen à la recherche et à la création, et notre recteur Vincent Rousson à venir présenter les prix. OK, les deux prix qu'on va donner maintenant sont deux prix très importants pour notre groupe. C'est le prix à la recherche et c'est le prix académique. Les deux concours ont été faits avec un comité indépendant. Et le comité recherche, on avait eu à Louis Imbeau, doyen à la recherche. On avait eu aussi, à Gabriel Pigeon, un des collègues de notre département, à Evelyne Tifo, professeur à l'Université Laval, à Cassandra Waldron, chercheuse professionnelle dans les services canadiens des forêts. Pour les prix académiques, on avait eu un comité indépendant composé par Julien Molinier, par Louis Imbeau et par plusieurs professeurs. C'est pour moi un grand plaisir d'annoncer que le prix académique, c'est pour une personne qui représente le rebord. C'est mon premier stagiaire. C'est une personne qui, quand on est rentré ici, n'avait pas rien de tout au campus de Amos, au niveau de ma recherche à moi, de mon groupe. C'est une personne qui a confié 100% en la recherche. C'est une personne ultra timide. C'est une personne qui a un talent inné pour apprendre. Le verbe qui la résume très bien, c'est l'apprentissage, la constance, la timidité. Pour vous donner une idée de travail qu'elle fait, elle a 19 A+, 8A et 2 A-. Un 4.21 de notes académiques sur 4.30. Je parle de mon étudiante Amélie Bergeron, qui va commencer sa maîtrise avec moi à l'hiver, dont le prix académique le recteur de l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, Vincent Rousson. Et wow, la recherche, c'est notre passion, c'est la raison pour laquelle on laisse notre famille en Espagne, c'est la façon pour laquelle on travaille 24 heures sur 24 heures. Fabio, Guillaume, Annie, c'est notre vie. C'est la raison pour laquelle on construit un groupe, c'est la raison pour laquelle on embarque en des folies impossibles, c'est la raison pour laquelle on est victime de nous-mêmes. Et c'est notre drogue, une drogue qui fait un monde hallucinant. Sans aucun doute, même si le comité avait pas mal de problèmes pour décider, il y avait plusieurs candidats excellents dans le groupe. Mais toutes les qualités qu'il a d'un chercheur, la créativité, l'esprit critique, la passion pour un univers parfois inconnu, pour des trucs à décrire, la persévérance. On parle d'une personne qui a fini son baccalauréat il y a moins de 8 mois, qui a commencé une maîtrise avec nous et qu'on est prêt à aller passer au doctorat parce que jamais on a trouvé notre carrière à une personne avec autant de talent pour passer déjà à autre niveau, à une autre étape. C'est déjà un chercheur, il est en train de commencer. Il a 4 publications en cours. Il a participé à plus de 7 conférences internationales déjà. Il a écrit déjà des articles vulgarisés. Il a des projets pour faire des guides. Il est une folie fongique. C'est Jonathan Casabon. Dans le prix, le doyen à la recherche et la création, monsieur et docteur Louis Imbeau. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Miguel, et félicitations aux gagnants. On avait publié un concours de photos
dont les résultats ont été compilés en ligne. Donc, pour annoncer les gagnants, je vais inviter Guillaume Grosbois. Je vais également inviter M. Henri Jacob, M. Julien Moulinier et M. Roger Larivière sur la scène pour présenter les prix. Ça ne s'affichait pas. Okay. Oui, donc le concours photo, on a eu les résultats. Ça a été apparemment un vote complexe de formulaires à envoyer, plus de likes sur Facebook. Je n'ai pas tout compris, j'ai juste les résultats. Donc la première catégorie serait la catégorie biodiversité, avec un total. Donc voici les photos qui étaient prises dans le concours. Le prix, c'est un pass de la CEPAC. Si c'était correct. Donc, je demandais à Henri, si tu veux comme donner le prix au gagnant, ou si tu veux annoncer le gagnant. Ça va s'afficher là, si tu veux. Et le prix est remis à M. Jonathan Casabonne. Pour sa photo sur la grandeur des petites choses, ou The Greatness of Small Things, sur une photo de champignons que vous pouvez voir ici de Toulouse en France. La deuxième catégorie était la catégorie laboratoire, dans laquelle on avait laboratoire et terrain, parce qu'il y a aussi des photos en extérieur, avec les 6 photos que vous pouvez voir ici. Et le gagnant est... le prix d'abord. Il me semble c'est un livre de photos. Alors Roger, je suis désolé, c'est pas tes livres, mais c'est des beaux livres pareils à offrir pour le concours photo. Est-ce que le nom est marqué dedans? Non, il va s'afficher. Si tu veux lire le gagnant. OK. C'est le ou la gagnante est Tasnim Mou. Les deux, c'est pour la catégorie. Ouais. Donc pour sa photo, moins 40, pas de problème pour le gréma, au lac Beauchamp, donc juste à côté d'ici. Et la troisième catégorie, elle était la catégorie paysage. Donc là, on avait un grand nombre de photos d'un peu partout dans le monde. Donc Julien Moulinier, roulement de tambour. Le prix est un sac à dos pour profiter de tous ces beaux paysages. Et le gagnant est... Et catégorie paysage. Non, c'est pas sûr. C'est Akib Hassan. Pour sa photo, le soleil ne s'arrête jamais de briller en Abitibi, à Saint-Félix-de-Dalquier. Voilà. Merci encore, Guillaume. Donc, on arrive aux 2 derniers prix de la journée, soit le prix de la meilleure affiche, la meilleure présentation. Pour les présenter, je vais inviter Fabio Genaretti. Pour remettre les prix, on va inviter Nicole Fenton et Yves Bergeron. Merci Marc-André. Je suis très content de remettre le prix avec mes directeurs de département. Et ça fait du bien. C'est la première fois que ça m'arrive de remettre des prix, effectivement. Je suis un peu stressé. Mais donc, je ne sais pas qu'est-ce que je dois afficher ou voir. Pour le moment, je n'ai pas de prix à remettre. Est-ce que quelqu'un m'apporte des prix avec des noms, peut-être? C'est Anna qui va... Est-ce que les noms des personnes... Ah, vous les connaissiez? Ah, ok.
Et donc, voilà, Nicole, est-ce que tu donnes les prix pour les affiches de présentation? Moi, c'est les affiches. Alors, on va commencer avec les affiches. Okay. Nicole, je t'invite à donner les prix pour les affiches. Je ne sais pas. Je ne savais pas que je n'étais pas la bonne personne pour remettre des prix. Ah oui, ok. Alors, il y a comme un chèque de $150. Donc, c'est un super beau cadeau pour les prix affiches. Et en plus, c'est moi qui paye. Et ça arrive souvent avec Miguel. Hein, il faut faire attention. Donc, un prix de $150 pour les meilleures affiches, avec l'affiche des... Je suis très contente d'annoncer que le prix pour la meilleure affiche va à la personne à qui moi j'aurais choisi moi-même, qui est Lucie Barbier. Alors, félicitations. Et donc, là que j'ai compris le mécanisme, il y a un prix sûrement de $150 que je dois remettre avec ma paye, probablement. $200, qui, par contre, c'est Yves qui va les remettre. Le gagnant cumule les Oscars et les Gémeaux, c'est Jonathan Casabonne. Cinq à 7. Juste avant le 5 à 7, juste trois derniers prix juste pour la participation. Donc, tout le monde ici a une chance de gagner. Je vais tirer des noms au hasard. Faites-moi confiance, je n'ai rien vu. Daniel Bilodeau. Il est parti. Les gens qui sont partis ont tort. Valérie Moses. Parti aussi. Ça va pas bien. Martin Alcala Pajares. Audriane Richard Tremblay. Parti. On va les avoir. Juanita Carolina Rodriguez. Et finalement, on va l'avoir du premier coup, celle-là. Martin Lavoie. Non. Merde. Isabelle Dufresne. On va passer à travers la liste. Lise McGuire. Non plus. Valérie Brazeau. Non plus. Sabrina Cloutier. Et là, pour citer un grand sage qui est Fabio Generati, 5 à 7.